Mr. Maxwell, I don't think you got the point of my last question. Why have you called a press conference a few hours before Alec Graham is due to be hanged? Why not? Every time a particularly sensational execution is about to take place, your campaign for the abolition of capital punishment seems to flare up. Oh, no. No, it's just that we get more newspaper attention when there's a legalized killing about to take place. You see, we feel that the public should know the full horror which happens when the state decides to take the life of a human being. The cold, calculated planning. The way the executioner and his assistant make sure of the weight of the prisoner. And then they check on the rope that hangs down from the scaffold. They'll be doing that tonight. That scaffold which is so conveniently placed in the cell next to Alec Graham's. What is it that you supporters of the bill actually object to? Is it what you call legalized killing, or is it the method of killing? I should say it's the killing. What about war? Oh, war. But don't you see that even in war, the prime objective is not to kill the enemy, it's to protect yourself. And what about the victim's relatives? Her sister, for example, how's she supposed to feel? And what about Alec Graham's father? Why should he be put through all this torture? Gentlemen, this is the only punishment which is irrevocable. Now, can we be absolutely certain that we've never made a mistake? And that we won't ever make a mistake? Are you suggesting that young Graham is not guilty? I'm not interested in whether young Graham is guilty or innocent. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids, bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 26. Cette semaine émission La Longue Marche, trouver le temps et perdre son souffle. On a mis un crabe dans le bocal où deux poissons s'ennuyaient entre des films de bazar. Ils vivaient là tranquillement, mais les deux pinces de métal menacent leurs écailles à présent. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, nous allons parler de 3 films, une sortie cinéma qui date déjà d'il y a 3 semaines je crois, qui est La légende du roi crabe, réalisé par Matteo Zopis et Alessio Rigo de Righi. Et ensuite nous parlerons de 2 ressorties en DVD et Blu-ray chez Carlotta Film. Tout d'abord, Temps sans pitié de Joseph Losey et Jazz à Newport, a.k.a. Jazz on a Summer's Day de Bert Stern et Aram Avikian. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y avait des gens, on a fait une fleur de la critique du Grand Ouest, il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et c'est tout, car les deux autres, la coalition des cheveux longs, ont prétexté soit des contraintes professionnelles, comme par exemple comme Erwan, qui est au pays de la brioche, donc à Saint-Brieuc, chez les briochins comme on dit. Et Thibaut a toujours mon excuse préférée, c'est qu'il a sa mère dans les pattes en ce moment. Donc voilà, vrai, Thibaut, encore une fois. Thibaut est pris en otage par sa mère. Mais donc néanmoins, à la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Oui, donc avant de passer à la section critique de cette émission, on va passer aux agendas, une petite virgule. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Eh oui, on innove, j'ai remis une petite virgule de news. Avant, c'était le thème des news dans Starship Trooper par Basil Polidoris. Et là, c'est un petit extrait donc, du Dr Apfelgluck avec Thierry Lhermitte, un des films préférés de Dr Erwan, qui du coup l'entendra la semaine prochaine. Mais donc, les agendas local. Demain, au Tambour, double séance La Rumeur, qui n'a aucun rapport donc, avec le groupe de rap français. Mais donc, à 18h, il y aura Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot. Et à 20h30, il y a I Am Not a Witch de Rungano Nayoni, film de 2017, un film africain mais une coproduction avec différents pays européens aussi. Sinon, donc ce dimanche à 20h15, nous-mêmes et le cinéma est mort avons la joie et le plaisir de vous proposer dans les cadres des films du dimanche soir L'Homme tranquille de John Ford avec Victor McLaglen, avec John Wayne et avec la magnifique Maureen O'Hara.
Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un des plus beaux films du monde, un des meilleurs chefs-d'œuvre de John Ford. C'est vrai, oui. Puis on viendra aussi pour voir une jolie baston dans l'enceinte de l'Arvor. Exactement, ce que j'ai provoqué en duel Antonin Moreau du cinéma est mort. Nous allons nous battre pendant 20 minutes comme dans le film pour les beaux yeux de Étienne Cadoret, l'ancien rouquin. Voilà, et donc sinon... Pense à toi, Maureen, quand même. Oui, oui, c'est ça, passer de Maureen O'Hara à Étienne Cadoret. Bon, écoute, on peut pas... C'est ça le monde moderne. Sinon, donc, ce sera mardi prochain, juste à la fin de cette émission à 20h au Ciné TNB. Donc, c'est le 3e volume des séances de cinéma expérimental proposées par Eric Touvenel, notamment maître de conférence ici à Rennes 2 et spécialiste du cinéma des avant-gardes et du cinéma expérimental de manière générale. Donc, il vous proposera une sélection de courts-métrages sur lequel il y aura possibilité de discussion avant et après. Donc voilà, ce sera à 20h au TNB mardi prochain. Sinon, dans les sorties nationales, cette semaine, il n'y a vraiment pas grand-chose. La semaine prochaine, ça va bouger un peu plus, mais parce qu'on on aura notamment un Michael Bay. Donc ça, c'est quand même le film que tout le monde attend ici. Que tu attends. Que tout le monde attend, que les esthètes cinéphiles attendent. Mais donc demain... Il y a aussi des films d'esthète, mais pas forcément dans le même genre, puisqu'il y a son retour en France. Ça faisait longtemps qu'il n'ait pas fait de film. Donc c'est Jean-Jacques Hano qui revient avec Notre-Dame brûle, donc son film sur l'incendie de Notre-Dame de Paris il y a 3 ans, 4 ans je crois, je ne sais plus. Donc voilà, mais de toute façon Jean-Jacques, dès qu'il y a des sous à prendre, que ce soit les Émirats avec Or Noir, avec la Chine, avec sur le Loup solitaire il y a quelques années, là il s'est dit tiens, il y a peut-être des subventions à choper de la mairie de Paris et puis de la préfecture, donc Notre-Dame brûle. Mais ce qui appartient à ce sous-genre que les Américains adorent, qui est le film de pompier, qu'on n'a pas beaucoup fait nous, mais donc il y en a eu avec Joaquin Phoenix, avec John Travolta, tout ça, avec Bill Paxton, ils en ont fait plein. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui brûle, ils peuvent le mettre. Dernièrement, les Ricains avaient fait, c'était Taylor Sheridan qui avait fait un film avec Angelina Jolie, Dose ou Wish Me Dead. J'aime bien Taylor Sheridan, mais ça c'était tout pourri. Et donc c'est a priori dans ce genre-là que se dirige donc notre ami Jean-Jacques, qui a oublié de faire un bon film depuis 30 ans à peu près, depuis Nom de la Rose. Oui, qui a peut-être son seul bon film aussi. Ah non, La Guerre du Feu, c'est pas mal quand même. Si, c'est mais je crois qu'il y a une série aussi sur l'incendie de Notre-Dame avec Roche Dizem, non? Si, oui, il y a un truc qui se prépare, parce que je pensais que tu parlais de la série du Nom de la Rose qui existe aussi, mais c'est avec John Turturro. Oui, tout à fait. Toujours pas toujours dans les bons coups, mais... Souvent, mais pas toujours. Par exemple dans Batman dernièrement. Voilà, que Justine a vu et qu'elle a adoré, car elle adore Robert Pattinson, comme tout le monde. Alors il y avait une vérité, un mensonge dans ce que tu as dit. Alors sinon, pour les autres esthètes, demain il y a la nouvelle comédie de Michel Larocque, Alors on danse. Moi, je dis sans moi, parce que les films de Michel Larocque, je peux pas. Attends, elle en a pas sorti il y a 1 an déjà? Si, non, mais elle est productive, Michel. C'est un peu la Claude Chabrol de la comédie, quoi. Tu vois, elle en fait un parent tranquillement. Ou c'est plus Woody Allen, peut-être. Oui, ou alors le Musso, enfin la Mussotte du ciné, quoi. Oui, voilà, un peu ça, ouais, c'est un Guillaume Musso. Alors que quitte à attendre une comédie française sur la danse, malheureusement, il a été repoussé. Il devait sortir en janvier, et là, il est ressorti, je pense, au mois d'avril. C'est bien sûr le nouveau film de metteur en scène de Franck Dubosc, un Rumba la vie. Ça, carrément. Tu seras au premier rang, première séance. Day One. Ouais. Day One, évidemment. Sinon, il y a un film que j'imagine être chinois, que j'ai noté, de CBI, qui s'appelle Money Boys, sur des jeunes qui se prostituent dans un immeuble. Ouais, j'ai vu passer ça. Si, ça a l'air pas mal. Sinon, il y a un documentaire qui a l'air tout à fait funky de Thierry Michel sur la République démocratique du Congo, l'Empire du silence et les massacres qui sont perpétués depuis plusieurs années, soit entre eux, soit par l'ingérence étrangère, notamment nos amis belges, et puis nous aussi quand même. Mais donc voilà. Sinon, en ressortie demain, je sais pas si ça passera à Rennes, mais donc il y a la trilogie hongkongaise Infernal Affairs, donc qui ressort dans plusieurs salles en France. J'espère qu'on pourra aller voir chez nous. Et sinon, on en avait parlé en novembre dernier quand il était disponible sur Amazon. Donc c'est le remontage par Sly Stallone de Rocky IV, donc Rocky versus Drago. Ça, pareil, j'aimerais bien que ça passe en salle pour revoir des gros coups de pif-paf qui font mal, parce que quand même le film d'origine déjà est chouette et le remontage est vraiment excellent. Donc voilà, on va s'arrêter là. On va passer à la section critique de cette émission. Et donc on va filer du côté de l'Italie avec des gens qui aiment marcher, donc des gens qui filent droit. Vous êtes toujours dans
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Eddie Mitchell avec Je file droit, reprise donc de I Walk the Line de Johnny Cash qu'on peut entendre sur son album qui a déjà une dizaine d'années, qui s'appelait Grand Écran, où il y avait notamment une fabuleuse reprise de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, assez surprenante quand au bout d'une minute il y a des trompettes qui arrivent et qui sonnent de toute leur gloire. Donc voilà, j'aime beaucoup Eddie. Pas la fanfare. Si, j'aime les fanfares, mais pas trop sur les reprises de Bob Dylan, en tout cas pas sur celle-là, quoi. Mais j'aime beaucoup Eddie Mitchell quand même. Eddie Mitchell, qui d'ailleurs a fait récemment, la semaine dernière... Qui n'est pas mort encore. Non, qui a plus de 80 ans, qui a une bonne bedaine, mais qui a l'air en pleine forme, qui a fait le vidéoclub de Combini. Là, j'ai regardé parce que c'est Eddie Mitchell. Ou voilà, et alors... C'est pas très surprenant, Eddie Mitchell aime les westerns et les polars, et puis le reste, et bon, je sais pas, c'est un peu nul. Les films de Godard, non, parce que lui, il va au cinéma pour rêver, donc il va pas aller voir les films de Godard, quoi. Et malheureusement, il dit qu'il en a vu plusieurs. Voilà, Eddie Mitchell a vraiment toute ma sympathie. J'aime beaucoup Schmoll, voilà. Merci pour tout, Eddie, on compte sur toi. Voilà, donc aucun rapport, mais quand même d'un mec qui file droit. Donc un film, même si comme moi vous méprisez le camping et la randonnée, donc c'est La Légende du Roi Crabe, film italo-franco-argentin de Matteo Zoppi et Alessio Reggio de Righi. Donc ils sont deux petits gars qui n'en veulent et qui n'en veut, qui avaient déjà commis entre guillemets un moyen-métrage documentaire en 2015 qui s'appelait Il Solengo et un court-métrage en 2013 qui s'appelait Belva Nera, donc qui est un court-métrage qui sont deux films documentaires dans lesquels il commençait déjà à aborder ce qui va être finalement le cœur de la légende du roi crabe, en italien Re Grangio, c'est-à-dire crabe royal, quoi, on va dire. Ouais, T'as bossé ton italien. J'ai bossé, moi. Je me rappelle qu'on a eu... une Sicilienne dans cette émission pendant plusieurs années. J'ai appris l'italien. T'as tout appris. Exactement. Et donc, de quoi que ça cause ? Eh bien, il y a à peu près un siècle, en tout cas au début du siècle dernier, dans la région de Tuccia, donc qui est l'ancienne région étrusque au nord de Rome, en fait. Donc, vit un mec qui s'appelle Luciano, qui est un genre de jeune garçon plein d'entrain, mais aussi plein de fureur, un peu désaxé, donc face à tous ses petits camarades qui vivent tranquillement sous la joue d'un prince local, contre lequel lui, il est un peu fâché, mais en même temps, il est aussi amoureux d'une zouze, sauf que le prince, il veut aussi faire des trucs avec la zouze, donc lui, Luciano, ça va pas trop lui plaire. Et donc, il va se passer des drames. Et qui sera en gros la première heure du film, parce que le film est vraiment divisé en deux, et c'est pas un spoil, mais donc il est forcé de s'exiler très très loin, et donc il va aller à la Terra del Fuego, donc en terre de feu au sud de l'Amérique du Sud, donc entre l'Argentine et le Chili, où il va errer avec une bande de voyous à la recherche d'un trésor qui aurait été caché au fin fond des montagnes dans un lac. Donc beaucoup de marche à pied dans ce film, comme je le disais, et ça creuse aussi ce que les deux metteurs en scène avaient commencé à aborder dans leurs deux films précédents, leur court-métrage et le long-métrage documentaire, où il y a plusieurs thématiques et choses qui vont revenir, où il y a notamment la question de la tradition orale et de la transmission et la déformation des histoires, des contes. Donc évidemment, on va partir d'une histoire d'un mec qui est raconté par des chasseurs au début du film et qui reviennent de manière ponctuelle en disant qu'il y avait un mec qui a été exilé, qui a été forcé à l'exil, qui s'est perdu dans les grottes, qui a fait ci, qui a fait ça, et au fur et à mesure de cette petite histoire qui serait juste une petite anecdote finalement dans la vie quotidienne, a pris de l'ampleur pour devenir justement une légende, la légende du roi crabe. Et donc toute cette question de la transmission orale et de la question du conte est au cœur de leur cinéma, en tout cas tel qu'il est donné à voir pour le moment, parce que c'était aussi le sujet de Il Solengo sur des vieux de la vieille de la région qui racontent l'histoire d'un homme qui, au milieu du siècle dernier, avait vécu en ermite pendant des années et des années dans une grotte. Les gens le voyaient passer de temps en temps, il n'était pas très très poli, mais quand même, il pouvait dire bonjour quand ça lui chantait, tout ça. Et finalement, cette histoire-là, qui était justement un genre d'épiphénomène, a pris de l'ampleur dans la région et s'est raconté donc de personne en personne, de famille en famille, quitte à devenir au bout du compte le sujet justement de diverses chansons. On va y revenir, mais quand même l'importance de la musique et puis des chansons de manière générale dans la dramaturgie du film est assez importante, parce que ça ponctue assez régulièrement les différents rebondissements de l'intrigue.
On va creuser un petit peu tout ça, mais donc Justine, t'as vu le film aussi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette longue marche? Alors, j'en attendais beaucoup parce qu'on m'avait dit vraiment beaucoup de bien. Le film était à Cannes notamment, puis oui, il a eu absolument. des prix aussi dans divers festivals. Ouais, il a vraiment bien tourné parce que c'est quand même un objet un peu particulier, quoi. Déjà, donc c'est un film qui est tourné en 16, fait par des Italo-Américains. Tourné en numérique. Ah bon? J'ai vérifié tout à l'heure. C'est vrai? Oui, ils ok. l'ont tourné avec une des dernières caméras de Sony qui s'appelle la Venice, qui est une jeune caméra qui date de 2018, mais qui est très malléable dans la forme justement, et qui avait été privilégiée par le metteur par leur chef opérateur, qui était le chef opérateur de leur film précédent déjà. Mais ouais, moi aussi ça m'a étonné. J'ai vérifié, mais il y a un grain et un rendu et une lumière qui est assez folle. Puis c'est vrai que j'avais lu ça partout, donc autant pour moi, je comble encore mon trou d'inculture grâce à toi, Thomas, merci. Mais du coup, voilà. Internet, vous savez. Oui, mais bon, quand même, c'est bien de vérifier ses sources, tu vois. Moi, j'en ai vu plusieurs qui disaient que c'était en 16. Bon, donc ça n'est pas en 16. Mais bref, en tout cas, l'esthétique du film représente quand même ça, cette espèce de matière corporalité qu'il y a dans l'image. Outre le grain, puis aussi la photo, complètement, la lumière, il y a vraiment deux jeux de lumière qui sont assez distincts d'ailleurs d'une partie à l'autre. Quand on est plutôt en Italie, quand on est complètement sur la terre de feu, c'est vraiment différent. Donc j'en attendais vraiment beaucoup, puis parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément, la tradition orale, comment on perpétue un petit peu les légendes, comment ça s'incorpore dans une espèce de transmission comme ça, et comment le travestissement peut jouer ou non sur les déformations et l'appréhension en fait des histoires même. D'autant que cette déformation passe aussi dans la forme du film, parce qu'on est mi-chemin donc entre fiction et puis documentaire, parce que c'est une histoire que on leur avait raconté pendant le tournage de leur film précédent, et donc du coup ils ont voulu eux-mêmes la retravailler, la refaire à leur manière, d'après différentes sources qu'ils avaient pu entendre. Tout à fait. Et le dispositif même du film, si on peut y revenir un instant, c'est donc on part vraiment, le film s'ouvre sur ce groupe de chasseurs, de vieux chasseurs italiens, qui sont donc dans un petit village, je pense dans une cabane de chasseurs. Donc ils se retrouvent et ils commencent à boire un coup, et puis évidemment ils se racontent cette histoire-là. Et donc il faut savoir, je crois, là, si mes sources sont sûres encore une fois, que ces chasseurs-là sont des vrais gens du village qu'ils ont choisis, parce qu'ils les ont rencontrés sur leur précédent tournage. Oui, justement, j'allais dire, tu revois certaines têtes que tu avais vues, tout à fait. Avec un petit coup de vue en plus. Oui, et en plus, ils ont choisi, et ça, je trouve que le lien là est assez chouette, et je vais expliquer après pourquoi je trouve tout le reste pas chouette, mais le fait de faire lien avec, du coup, c'est ce groupe de chasseurs qui est tiré de la vraie vie, enfin des vrais gens, et on leur demande de faire un petit rôle. On les voit des fois dans le film, il y en a un qui est un vieux paysan, il y en a un autre qui est un vieux malfrat, on les voit. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'on voit vraiment la continuité et le découlement en fait du dispositif de base qui est celui de on se raconte une histoire, on a envie d'aventure et on veut en profiter tous ensemble. On est autour d'un feu, on rentre de la chasse, on boit un coup. Et du coup, voilà cette histoire. Mais là où je trouve un petit peu plus léger, c'est que, à mon sens, il est presque trop anecdotique ce dispositif-là, en tout cas dans le film, dans La légende du roi crabe, parce que de mémoire, je crois qu'on les voit que 2 ou 3 fois. Ouais, on les voit au début, chasseurs. Au milieu et puis sur la fin. Et ce que j'espérais énormément, c'est les voir à la fin du film, en fait, parce que l'histoire se clôt en fait à la fois sur eux, ce qu'ils racontent, mais aussi l'aventure en elle-même. Mais dans la fiction, elle se conclut, mais pas dans le monde réel, dans le monde réel entre guillemets. La façon de jouer sur les deux et d'imbriquer un petit peu le conte à la vie normale et à la tradition un peu orale, paysanne, de l'aventure. Je trouve que c'est pas, malheureusement, peut-être pas assez poussé. Néanmoins, il y a une force à tirer de ça, c'est qu'on est complètement impliqué dans cette légende-là, et du coup on suit le protagoniste Luciano avec beaucoup d'intérêt. Moi je trouve que très vite on a été un peu attiré par lui, je ne sais de quelle façon. Je pense qu'il y a quand même tout un dispositif au tout début dans la mise en scène qui permet du coup la perception de ce personnage-là comme étant un petit peu un demi-dieu, c'est-à-dire qu'il porte en lui quand même quelque chose de très étrange, parce que il est complètement alcoolique, il est un peu désœuvré. Mais il le porte aussi sur son visage, parce qu'il a quand même une grosse barbe très touffue et des yeux bleus qui ressortent vraiment dedans. Il a un truc qui est hyper magnétique par rapport aux autres personnages qui du coup sont plus
plus commun, on va dire, dans leur attitude, un peu plus lambda, mais lui sort vraiment du lot et du coup, voilà, c'est ce magnétisme. Côté mythologique déjà. Absolument. Et moi, je trouve que du coup, ça colle parfaitement avec la légende qu'on est en train de nous raconter. Et du coup, l'un se nourrit de l'autre. Le personnage alimente vraiment l'histoire qu'on nous raconte et l'histoire, en fait, permet de poser sur un piédestal Luciano. Et pourtant, comme tu disais, qui est pas un personnage aimable. Qui est pas du tout aimable. En fait, c'est quand même, ça a l'air d'être un espèce d'anarchiste qui est quand même un peu contre le bloc bourgeois en place princier. On voit dès le début, en fait, il défonce la porte, la propriété privée. En fait, c'est quelqu'un qui va contre ça, parce que pour lui, le chemin le plus facile passe dans l'enceinte du château, et en fait, il la déboîte complètement parce qu'il estime que c'est injuste, en fait. Donc, on le voit quand même un peu pris avec des considérations, voilà, très parfois violentes, un peu bourrues, mais néanmoins il reste quand même un peu vaporeux. C'est-à-dire qu'il a cette dimension hyper mythologique en lui, qui fait qu'en fait, t'as l'impression qu'il a beau être complètement ancré dans le présent et faire des coups de force, mine de rien, il est quand même au-delà et il est capable, et c'est là, je trouve, la vraie force du film, c'est de passer à la deuxième partie, il est capable de changer de rôle et de changer de peau. C'est-à-dire que quand il doit s'exiler, après un drame qui, à mon sens, est super beau parce qu'il arrive vraiment au milieu du film, donc ça permet de faire la bascule entre les deux terres. Et quand il arrive en Argentine, donc à la Terre de Feu, il est vraiment dans une autre posture où il doit endosser le rôle de quelqu'un. Et là, on arrive plus dans un western, on arrive plus dans quelque chose de herzogien, quoi. Ouais, vraiment où on le sent, c'est plus âpre. Le rapport à la nature, le rapport au minéral, au végétal, vraiment à l'ensemble des forces en fait agissantes. Une genre est beaucoup de pastoral. Plus brut. À la Herzog, justement, parce que Herzog, parce qu'il a aussi tourné plusieurs fois en Terre de Feu, et même en termes visuels, en termes de rapport de personnage, le rapport de l'homme à la nature qui va se faire défoncer par tout ça parce qu'il pense qu'il peut la maîtriser, sauf que la nature et puis les grands espaces, tu peux pas les maîtriser. Donc c'est un truc qui est quand même très très proche du cinéma d'Herzog, justement, ce qui donne un vrai côté western, parce que des westerns tournés en Amérique du Sud, on en a eu quelques-uns. Il y avait notamment, il y a quelques années, le film Black Thorn qui était tourné en Bolivie avec Sam Shepard qui jouait Billy the Kid, puisqu'il, donc, d'après la légende, Bill the Kid aussi s'était échappé en Bolivie. Tout à fait, ouais. Et sur le perso principal, justement, quand tu parlais de déjà poser une genre d'emprise mythologique, moi ça m'a fait penser à un autre personnage historique, entre guillemets, de l'histoire italienne récente, qui était un bandit dans les Pouilles à la fin du 19e siècle, qui s'appelait Carmine Crocco, un illégaliste aussi qui s'était élevé contre les princes locaux et qui avait exactement la même dégaine que Luciano, grande barbe, des grands yeux, un genre de chapeau un peu informe, et qui était allé contre tout ça, sauf que lui avait fait une bande justement pour aller attaquer les riches bourgeois. Mais ça, du coup, c'est aussi un genre de personnage qui peut se raccrocher à d'autres, à des petits mythes locaux en fait de l'Italie contemporaine. Complètement. Mais à la fois dans le côté protéiforme et à la fois dans cette perception mythologique qu'on a de ce personnage, moi je l'ai trouvé le point de bascule hyper intéressant, parce que d'une part on quitte l'Italie pour l'Argentine, on change de langue. Alors ça te mêle un peu le cerveau, hein. C'est un peu parce que c'est toujours cet acteur qui parle à la fois italien et espagnol, qui évidemment dans son journal, donc il y a aussi voilà ce grand côté mythologique, le journal Je raconte mon aventure, il parle en italien, mais quand il s'adresse aux locaux, évidemment il parle en espagnol, donc ça broie un peu le cerveau, ça joue quand même sur un espèce de façonnage de différents niveaux de langage aussi entre des personnages. Tout à fait, parce que tu vois qu'il s'adresse pas, comme tu le dis, de la même façon à son amoureuse que au prince, que au malfrat qui trouve en Argentine et avec qui va s'allier, ni au prêtre qui malheureusement est sur le déclin et qui va prendre sa peau. Mais du coup, ouais, dans cette ambivalence-là, moi, je trouve vraiment l'intérêt du film est beaucoup plus fort que l'intérêt, je trouve, un peu amoindri du dispositif qui, de base, aurait pu vraiment beaucoup me plaire. Mais là, il y a la force, en fait... surtout dans la deuxième partie où en fait c'est la nature qui est contre lui, alors que dans la première partie je trouve que c'est quand même plus lui contre le monde qui l'entoure, mais là il se retrouve tout seul, et puis les plans sont sublimes. Oui, puis parce que aussi le personnage en Italie il connaît beaucoup mieux son environnement, donc finalement il peut
aller se cacher dans les Tout à fait. sous-bois, aller se balader au milieu des lacs, tout Oui, ça, et- alors que effectivement dès qu'il arrive en Il est- terre de feu, forcément il est perdu, il est parce que le perdu, truc il a est pas de immense et il repère. y a son père. Il y a personne. Ce qui porte aussi beaucoup plus, enfin, ce qui l'emmène encore plus loin, c'est que du coup, il doit faire un peu un choix de rédemption. Dès qu'il part, en fait, il a plus le choix que d'être lui-même face à lui-même et essayer de rattraper le drame qu'il a commis. Évidemment, c'est impossible, mais je trouve que le dernier plan du film, moi, je le trouve sublime parce qu'on revient sur une scène qu'on a déjà vue en Italie, donc avec sa compagne. Et en fait, la scène est complétée à la fin d'une intrigue dont je ne Qui serait un révélerai rien. flashback mais transposé dans le présent. Exactement. Et du coup, ce qui ramène un petit peu ce côté prophétique, d'où vient en fait la magie, d'où vient le côté un petit peu surréaliste en fait de l'histoire. Est-ce qu'il était là depuis le début et est-ce que du coup sa compagne est en fait une sorte d'entité divine qui aurait vu dans le passé dans le futur ce qui allait se passer ou non, ou est-ce que c'est lui qui fabule vu qu'en même temps il sombre aussi dans la folie à la fin où il est à la recherche encore D'un mirage. d'un mirage, mais d'un mirage dans lequel il y aurait un trésor, en fait, on ne sait pas vraiment. Et finalement, Puis vas-y, ramener ton trésor de là-bas, toi. Et puis, bah oui, non, mais parce que lui, il a encore l'espoir de repartir avec ce trésor pour pouvoir, rentrer en Italie auprès des siens et essayer d'expier ses fautes. Mais on se doute avec lui que c'est impossible. Mais ce qui est super beau, moi, c'est que je m'attendais, la légende du roi crabe, le crabe où il est, quoi. Et quand il vient, il y a cette espèce d'aura qui l'entoure. Je trouve ça absolument formidable parce que du coup, c'est complètement saugrenu comme histoire, mais en même temps, c'est ce qui fait partie du mythe, de la fable. Et puis, de toute façon, c'est tout le côté absurde en général de tous les films d'aventure ou des explorateurs de manière générale qui vont aller à la recherche de l'Eldorado ou bien d'un trésor un petit peu n'importe où, tout ça. De toute façon, finalement, dès que tu arrives à choper le trésor, finalement, t'as soit toute la merde qui te tombe dessus, soit finalement, en fait, tu ramasses peanuts, quoi. Bah, c'est ça. Mais c'est le côté un peu évanescent, justement, de ce désir d'aller toujours plus loin. Et lui, on le sent, tu disais, il trace seul sa route, mais on sent quand même qu'il cherche quelque chose et qu'il va évidemment rien trouver. Mais c'est un peu la beauté tragique de ce conte-là. Et encore une fois, j'insiste vraiment dans le dispositif. Moi, j'ai quand même été vraiment déçue par le manque d'ancrage dans le réel et j'aurais bien aimé voir, en fait, ces chasseurs évoluer avec l'histoire, voir leur mimique, leur façon de raconter. Finalement, bon, ça, on l'enlève très vite parce qu'on les voit 2 fois, mais néanmoins, il reste quand même cette fable et toute la mise en scène et la capacité que ces 2 réals ont eu de proposer, en fait, un tableau en 2 parties qui soit vraiment... on passe de l'un à l'autre dans la première partie. De manière assez abrupte en plus. Complètement, c'est vraiment habile. Chapitre 1, chapitre 2. Et la première partie, des fois, ça me faisait un peu penser à Pasolini. Tu vois, la ruralité comme ça, l'espèce de naturalisme. Un truc un peu rugueux. Complètement, un peu âpre aussi, mais avec toujours un peu baigné de soleil. Comme ça, tu te demandes si des fois t'es pas en Toscane, mais je veux dire, avec le grain de l'image et tout ça. Et dans la deuxième partie, où là, vraiment, on a quelque chose de beaucoup plus frontal et herzogien, comme on en parlait, quoi. Avec un western qui se dévoile peu à peu. Mais quand même, un western qui est pas non plus forcément... Il y a de la baston, il y a quelques coups de feu. Mais c'est quand même assez lent. Et c'est peut-être aussi l'autre un peu écueil du film, c'est que des fois, j'ai l'impression que le film faisait 4 heures, quoi. Parce que je me suis dit, mais voyons, on patine. Puis non, des fois, il y a un élan comme ça, une espèce de... Et des flashs. De cadre, ouais. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une entité c'est un peu spéciale. C'est pour ça que moi j'en attendais aussi beaucoup, parce que c'est un peu rare dans le ciné italien là maintenant. Sur la chose aussi qui fait la cohérence et qui fait la continuité justement des 2 parties du film, c'est la question de la musique. Donc, elle a été composée par Vittorio Giampietro, qui en fait sont souvent des mélodies qui étaient préexistantes justement de l'époque, sur lesquelles ils ont rajouté des paroles que lui aura réarrangées, ou alors c'était des paroles qui existaient sur lesquelles lui il aura mis de la musique. Et il y a quelques ritournelles comme ça qui reviennent de manière assez ponctuelle dans le film, qui permet soit de rappeler justement des personnages avec des leitmotivs ou bien des choses pareilles, mais ça participe de la même cohérence, de reprendre la tradition orale, de reprendre le folklore musical italien qui a été quand même pas mal mis à jour ces dernières années. Il y a notamment une excellente compile que je recommande, qui s'appelle le Bella Ciao, chanson du peuple en Italie, Il Nuovo Canzoniere Italiano, qui était paru il y a quelques années chez Harmonia Mundi.
où il y a à la fois des chants révolutionnaires de toutes les régions d'Italie, mais aussi quelques chansons, on va dire, plus douces, plus des mélopées, ou bien des chansons d'amour, mais qui sont toutes ancrées dans une région particulière, parce qu'il y aura une langue particulière, il y a quand même une manière de jouer les mélodies qui serait assez spécifique à chaque région, donc ça va de la Touchy, ça va des Pouilles, ça va en Sicile, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qui travaille, qui est creusé dans leur cinéma, j'ai l'impression, et de toute façon, dès que je vois dans les films des gens qui creusent le folklore musical, ce sont souvent des choses qui sont passionnantes parce que c'est des pistes qui sont difficiles à voir. Il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus en Amérique du Nord, notamment, oui. Et puis dans les Appalaches, pour essayer de retrouver toutes les racines des chansons, et c'est vrai que ça se fait de plus en plus sur le territoire en Europe aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que comme les contes, c'est que des chansons qui se transmettaient depuis des siècles et des siècles par la tradition orale, par des mecs autour du feu qui sont bourrés, qui chantent des chansons, donc après tu joues d'après souvenir, quoi. C'est le conte, de toute façon, c'est un genre de téléphone arabe, quoi, et c'est de réussir à rendre les contes et rendre une certaine vérité du monde, mais par les mots ou bien par les chansons. Mais ça moi, à quelques moments dans le film, j'espérais que la proposition allait s'envoler vers le cinéma de Perrault. Tu vois, j'aime vraiment beaucoup Perrault, j'aime beaucoup les propositions documentaires qu'il a autour de l'oralité, de la tradition, de la transmission. Et par exemple, pour la suite du monde, il y a aussi une énorme importance qui est accordée à la musique et la tradition orale chantée, avec les chants du coup québécois, en langue traditionnelle, qui racontent un petit peu les mythes et légendes de la région. Et du coup, j'espérais le mythe de l'orignal. Le mythe de l'orignal notamment, mais du marsouin et de plein d'autres, de la pêche. Et du coup, j'espérais des fois que ça s'envole comme ça. Malheureusement, je suis restée un peu sur ma faim par rapport à ça. Mais là, je vois vraiment l'intérêt des chansons, en fait. Et comment aussi ça peut être hyper compliqué dans la fiction de raccrocher ça à la réalité et voilà, encore une fois, à la réalité et à la tradition du conte, quoi. Et du conte parlé, du conte chanté. Et je pense que c'est peut-être plus facile dans le documentaire quand t'es déjà complètement ancré dans le réel. Après, de toute façon, les mecs, c'est leur premier film de fiction, donc tu vois qu'ils se raccrochent quand même pas mal à leurs précédents travaux, et donc tu sens que c'est un truc qui les travaille vraiment, donc c'est essayer de se détacher plus du documentaire pour aller vers un truc qui était purement fictionnel, dire que la brisure, elle n'est pas complète non plus, quoi. Tu sens qu'il y a une évolution qui est cohérente là-dedans. Mais en plus, ils ont pris ils ont fait le choix assez audacieux de prendre un comédien qui n'avait jamais joué au théâtre. Je crois que c'est un artiste plasticien à la base, et donc il n'a pas du tout. Gabriele Silli. Tout à fait, Gabriele Silli, qui n'a pas du tout fait de film avant. Donc ça, c'est aussi un autre défi, quoi, de pouvoir porter le film. Parce que c'est pas un perso simple. Hein. Non, c'est pas le perso simple, mais même physiquement, c'est quand même l'investissement, quoi. Ouais, parce que tu vois, il change complètement de tête déjà de l'Italie à l'Argentine. Il a un travail, je pense, un investissement corporel qui est hyper important, mais je trouve qu'on le voit. C'est-à-dire que moi, je me suis pas du tout dit à un moment, ce n'est pas un acteur... il en chie, mais je veux dire, je me suis pas posé la question à un moment de me dire, est-ce que c'est un acteur qui a déjà fait des films ou pas. Là, pour moi, ça a coulé de source. Il y avait quelque chose de l'évidence, tu vois. Et je pense que c'est parce que tout a bien été aussi écrit, et on voit le côté quand même un petit peu sur mesure, le côté maniéré, tu vois. Le côté calculé un peu. Bien sûr, c'est quand même, tout est bien pointu, tout est bien choisi. Tu vois, les cadres, je veux dire, rien n'est laissé vraiment au hasard, quoi. Mais c'est pas un film qui est non plus fermé, justement. C'est un film qui est très pensé, qui est très écrit, mais c'est pas un film qui serait trop cloisonné, justement. Non, pas du tout. Non, il a quand même, il est assez libre, rien que par la fin et rien que par sa base même qui est la fable, quoi. Donc par la mystique qui se dégage du conte. Il est complètement ouvert, mais je pense que ça reste vraiment un objet hyper intéressant là dans le paysage actuel, du cinéma. Indé, alors je suis pas sûre que celui-là soit très indé, je pense qu'il y a quand même des gros moyens, même si c'est que leur deuxième long métrage, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à ressortir de ça qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, c'était la légende du roi crabe, réalisée par Matteo Zopis et Alessio Reggio de Righi. Je ne pense pas qu'il soit encore en salle à Rennes, mais en tout cas... Non, c'était la dernière séance la semaine dernière. Bien dommage, mais donc si vous pouvez le rattraper d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. On va passer à toute autre chose et on va faire une petite pause musicale en se demandant s'il pleut. En attendant Godard sur Syllab, et c'était Mahalia Jackson avec Didn't It Rain, donc on peut entendre dans le film Jazz à Newport dont nous allons parler tout à l'heure.
Mais pour le moment, nous allons parler donc d'une ressortie chez Carlotta en DVD Blu-ray d'un film de Joseph Losey, Temps sans pitié, Time Without Pity de 1957 avec Michael Redgrave et dans les seconds rôles Peter Cushing et Lois Maxwell. Lois Maxwell, c'est pas n'importe qui quand même parce que c'est la Moni Penny d'origine des 007. Donc voilà, moi pour mon petit cœur de bondophile, ça m'a fait plaisir. Et aussi Anne Todd. Oui. Quand même aussi. Pas la dernière des actrices, quoi. Non, c'est pas les dernières. Et donc, ce film marquait un petit peu, entre guillemets, le retour en grâce de notre copain Joseph Losey, après quelques années de macartisme, sous lequel le petit a fui, donc le pays de la liberté, qui sont les États-Unis d'Amérique. Alors, il n'a pas fui. En fait, il a été interdit de travailler aux États-Unis. Oui, donc c'est pour ça qu'il est parti. Du coup, il a dû fuir. Oui, mais il n'a pas été forcé de fuir. Il pouvait rester sur le territoire. Et ne pas travailler. Mais pas travailler. Voilà. Ou alors, sous pseudo. Beaucoup. Oui. Mais donc voilà, donc on va dire que c'est son ère post-McCarthy, donc un film anglais qui donc raconte l'histoire d'un jeune homme qui est condamné à mort et son père, qui a pas été vraiment un bon père, revient au tout dernier moment, 24 heures avant son exécution, et il va essayer de prouver que c'est pas lui le coupable parce que son petit gars il ferait pas ça. Le crime finalement devient juste une genre de pastille, comme une anecdote, puisque la première scène du film nous montre justement le meurtre de la jeune fille et qui est le véritable coupable. Et donc on pourrait dire, tiens, le film ça va être un genre de Columbo. Il fait, ah, mais je sais pas, ou dès le début on sait qui est la personne qui crimine. En fait pas vraiment, mais donc ça va être la déambulation de Michael Redgrave dans l'ombre, qui a un léger passif compliqué avec l'alcool et dans les relations humaines de manière générale, et lui il va essayer de se démener pour essayer de montrer pourquoi est-ce que son petit gars ne peut pas faire ça dans un préréquisitoire contre la peine de mort, qui n'était pas quand même super populaire à l'époque, le réquisitoire contre la peine de mort, parce que la peine de mort pour le coup ça marchait bien, et donc un film noir anglais de Losey dans lequel il démontre un peu toutes ces obsessions de la culpabilité, de la question de l'honneur, la question d'être un bon père aussi peut-être, et donc qui va développer dans un film noir quand même assez sec en termes narratifs, parce que le film est fait 1h25, un truc comme ça, donc c'est plutôt sec et assez efficace dans une Londres effectivement assez putride et dans une ambiance ultra sous tension pour le pauvre Michael Redgrave. Justine. Alors, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, notamment parce qu'il y a, j'aime bien dire les points de bascule, mais là il y a le mystère ne tient pas tant au fait, comme tu l'as dit, de savoir qui est le coupable, puisque ça on le sait dès le début. Et j'aime énormément cette scène du début. Super scène de meurtre. Ouais, complètement. Et il y a un détail qui n'est pas un détail, qui n'est pas laissé au hasard, c'est le tableau qu'il y a derrière. Un détail pour vous, mais pour vous, ça veut dire beaucoup. Voilà. Mais en fait, qui est le tableau de Goya, le taureau. Et du coup, voilà. Donc en fait, on appose directement le taureau à l'assassin, dont j'essaierai de ne pas dévoiler le nom. Et donc direct, on sait qu'on va être dans quelque chose qui a trait au vice, à la violence. On sait qu'on va avoir quelque chose qui est la perversité. Ouais, exactement, frontalement pervers d'une certaine classe sociale. Bah oui, parce qu'on est directement aussi dans un appartement bourgeois assez cossu. Donc voilà, on n'est pas nulle part, et le générique vient, et après on suit du coup Redgrave, David Graham dans le film, oui. Qui va voir son fils en prison alors que lui sort de Montréal de cure de désintox. Et son fils en a rien à foutre. Son fils lui en veut en fait énormément, et du coup lui se sent coupable en fait d'avoir laissé son fils visiblement quand même à bon droit. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait légitime. Son sort tragique. Ouais, et sauf que là le compte à rebours est lancé, puisqu'il a 24 heures, comme tu l'as dit, pour sauver son fils de l'exécution d'un crime dont on comprend assez vite qu'il n'a pas commis. Et la force, c'est pas vraiment de savoir comment David Graham va réussir à retrouver le vrai coupable, mais plutôt comment les personnages vont tomber un à un. Parce que l'enquête en elle-même, finalement, c'est pas le point le plus intéressant du film. Comment est-ce qu'il va montrer ses talents ou non, d'enquêteur. Justement, parce qu'on voit finalement assez peu ces scènes-là. On voit assez peu de policiers. Il les a de temps en temps au téléphone. Oui, juste pour lui rappeler, il vous reste 12 heures avant la mort de votre fils. Mais, donc c'est ça, c'est le compte à rebours qui évidemment engendre une tension assez folle. Mais je trouve que la tension aussi vient de
capacité de l'oser à mettre en vertige son image à chaque fois. On le sait que c'est un cinéaste qui aime énormément les jeux de miroir, les jeux de cadre, mettre plusieurs couches et plusieurs strates dans son cadre pour toujours aller chercher quelque chose qui n'est pas à la surface apparente, mais que tu vas pouvoir déceler dans l'image. C'est un truc qui est appris par pas mal de cinéastes, notamment je pense par Claude Chabrol, là, après quand il fait Violette Nozière, il y a ça pas mal aussi. Tout justement. à fait. Et là, toutes les questions de la paranoïa en fait de la bourgeoisie. Bien sûr. Et même il le fait, il y a un plan très célèbre de The Servant aussi, voilà, où il sert comme ça un peu du double pour créer un écho dans l'image. Et là, il y a vraiment énormément de scènes que je trouve absolument folles, où pareil, encore une fois, rien n'est laissé au hasard. Et tout est à la place, mais c'est du coup au spectateur de comprendre en fait qu'est-ce qui se joue à la fois dans le cadre, mais qu'est-ce qui se joue par écho entre les personnages. Et moi, c'est ça qui vraiment m'attire follement chez Losé, c'est sa capacité à mettre en image et en mouvement le vice, en fait, quelque chose de je suis pas à ma place dans ce réel là, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je le mette en mouvement. Et je trouve qu'à chaque fois c'est hyper bien choisi, c'est hyper bien calibré, et du coup ça donne un espèce de vertige comme ça à l'image et qui en fait rappelle encore plus la tension qu'on est en train de vivre dans ce film là en particulier, puisqu'on a 24 heures en fait. Puis en plus c'est raccord avec le personnage qui donc a des problèmes d'alcool, qui va évidemment retomber un peu dedans, et qui apparemment Redgrave buvait en fait sur le tournage, et il était alcoolo en fait, donc tout fait écho en fait, voilà. Et ça c'est des thèmes que Losé ressasse beaucoup, la filiation même père-fils, et puis l'addiction de manière générale à une chose ou une autre. Mais là où il y a beaucoup de, parce que le film a quand même fait un peu sensation, il est sorti en 57, 58, et du coup ça a été vraiment le premier film de Losé à permettre à Losé justement d'accéder à un regard critique assez positif, assez encenseur. En Europe notamment. En Europe, parce qu'il était il était encore un peu méconnu, et du coup c'est notamment les critiques du Mac Mahon qui l'ont un peu porté au nu, en découvrant Temps sans pitié. Et on a beaucoup à poser sur la mise en scène de Losé l'adjectif baroque. Autant je vois dans Eva, autant je vois dans plusieurs autres films, dans The Servant aussi. Autant là, je trouve que non, en tout cas, la mise en scène est assez sèche. Ouais, moi je trouve assez sobre justement, alors qu'il pourrait beaucoup plus jouer sur les jeux de lumière de Londres, sur le fog, tout ça. Finalement, ça reste assez léger comparé à d'autres cinéastes de l'époque, genre les films de la Hammer, qui eux, par exemple, sont carrément baroques et puis en font des caisses dans les fumées puis le fluo. Mais là, dans les décors, j'avoue que je vois peu. Par contre, là où je peux peut-être rejoindre la position baroque qui qualifierait la mise en scène de Losé, c'est la façon dont il a j'en reviens encore à mes histoires de cadre et de miroir, mais la façon dont il a de tout mettre en cycle en fait, où de la caméra peut pivoter très bien avec des plans des fois assez longs, des fois assez courts, mais en fait quelque chose qui vivote, qui est un peu flamboyant. La caméra reste rarement tranquille, mais néanmoins là dans ce film là je trouve pas forcément que le qualificatif de baroque soit utilisé à juste titre. Au contraire, moi je trouve que c'est opératique, mais c'est pas de l'excès comme il fera parfois avec des gros mouvements de caméra, des même cadres Modesty un peu Blaze, débulés, même tout ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même des films aussi, complètement. Tu vois, c'est vraiment des films là où on lâche les potards sont mis à fond et on y va. Là, je le trouve quand même plus rigoureux, un petit peu plus cadré, et je trouve que c'est ce qui fait ressortir encore une fois la tension de deux hommes, alors c'est Stanford, donc quelqu'un, l'antagoniste qui du coup est un peu le némésis de Graham, et du coup comment finalement au début on a quand même beaucoup plus d'empathie pour Graham, après tout est joué comme ça est-ce que finalement non, parce que Stanford on comprend en fait, et les dialogues sont super beaux, mais on comprend qu'il a aussi ses failles en fait, qu'il n'est pas venu là par hasard, et il y a quand même il y a des fêlures, ça reste un homme, mais du coup il y a tout un micmac et un espèce d'enchâssement comme ça de personnages, un espèce de récit choral, parce que on rencontre très vite qu'il y a quand même un espèce de truc un peu shakespearien, que tous les personnages ont des rapports les uns avec les autres, et du coup des fois moi j'avoue que je suis un peu perdue quand je vois Temps sans pitié, parce que je me dis ah oui mais non, en fait il y a ça qui était la petite amie de machin, qui en fait était la maîtresse, et du coup ça donne côté soap opéra. Exactement, ça donne un côté soap, mais alors dans la forme
sur 1h20, on n'est pas Donc, du sur, coup, c'est sur hyper 20 concentré dans le saisons soap. des Feux de l'amour, mais tu vois, et ça donne quand même quelque chose d'assez, je trouve, assez particulier, avec pas mal d'aspérité, même si les choix de mise en scène de Losey, c'est très, là, je pense qu'il s'affirme vraiment beaucoup avec ce film-là, beaucoup plus qu'avec ceux d'avant, mais du coup, donne quelque chose de beaucoup plus rigoureux et cadré, et finalement, ça file... Je trouve que ce film est super, et la fin la plus tragique La fin est terrible. elle est sublime, quoi. Donc non, vraiment c'est un bonheur à revoir, et surtout dans une belle édition DVD Blu-ray, parce qu'on les a attendus très longtemps. Très belle éditions, copie, et donc dans lequel vous aurez le plaisir ou non de revoir ce vieux grigou de Michael Simon, donc qui a écrit un livre resté fameux sur Losey. Donc voilà, édité chez Carlotta Film, est toujours chez Carlotta, donc un film documentaire et de concert qui date de 1959 et qui filme le concert de jazz à Newport en 1958, donc Jazz on a Summer's Day en français, Jazz à Newport, dans lequel plusieurs grands noms du jazz de l'époque, donc Louis Armstrong, Duke Ellington, Miles Davis, Dinah Washington, il y a Thelonious Monk, tous ne sont pas montrés dans le film parce qu'ils ne voulaient pas, mais alors qu'ils sont à peu près tous sortis après en CD ou en disque. Et donc, ça filme cette belle journée dans la belle ville de Newport, cette ville riche où plein de gens en polo vont voir un concert de jazz. Et donc, ça va mêler des images de concerts qui sont absolument magnifiques. De toute façon, la plupart des concerts qui ont été joués là sont absolument merveilleux. C'est parfois quelques virées vers le rhythm and blues et le rock and roll, avec notamment Chuck Berry, toujours dans les bons coups quand faut prendre de l'argent, Chuck. Et mais aussi mêlé à avec quelques scènes de la vie quotidienne. Il y a les plans de coupe sur l'America's Cup qui se passaient en même temps. Il y a quelques plans sur les derniers avatars des beatniks, en tout cas des jeunes qui se prennent pour des beatniks, qui font la fête dans des maisons, qui dansent sur les toits, tout ça, qui donne justement un genre de panorama de l'Amérique blanche hip de la fin des années 50, mais avec aussi justement toutes les problématiques qui se posent, et dans lequel une mouvance du jazz de l'époque, donc à la fin des années 50, au début des années 60, va se positionner contre, ce qui donnera le free jazz avec des choses absolument merveilleuses, notamment en termes politiques. C'est là peut-être en termes musical où ça a été le plus intéressant, on va dire, contre justement tout ce jazz-là qui est quand même rentré dans les mœurs, qui est souvent dirigé par des blancs, ou beaucoup de musiciens noirs de l'époque qui faisaient du jazz, et notamment dans les concerts à Newport, étaient vus, ils le disaient eux-mêmes, comme des nègres de maison, comme des noirs qui font du jazz, mais pour les blancs. À l'inverse, justement, le free jazz voulait revenir aux vraies racines noires du jazz, un truc révolutionnaire et un truc qui appartient vraiment à la culture et la communauté noire américaine. Ce que justement ce film-là ne montre pas, mais ce qui on peut voir justement les choses contre lesquelles ils vont aller dans les à côté de ce concert-là. Alors moi j'ai trouvé, j'ai pas beaucoup aimé le film dès lors qu'il m'emmenait ailleurs que les scènes des artistes et des concerts, en fait. Je trouve que le procédé est un peu exaspérant à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choix qui sont faits de mettre en lumière des passages de la vie de Newport, notamment parce que simultanément au festival il y a l'America's Cup, qui est une compétition nautique. Une régate. Oui, tout à fait. J'aime bien les bateaux au demeurant, mais bon. Oui, alors là, c'est quand même un délire très bourgeois blanc, très installé, et quand même le choix assez... moi, je trouve ça un peu... en tout cas, il me titille, c'est vraiment le choix de se dire, ok, donc là, on a des super artistes, mettons-les en avant, mais non, on va vous faire voir des putains de bateaux dans un port pour riches blancs, quoi. Et ça me... La quasi-intégralité du public, aussi, de toute façon, c'est le public de Newport est blanc. Il y a un ou deux noirs qui se baladent, ça, à la rigueur, soit parce que justement, ça permet permet c'est pas intéressant, justement, de montrer voir le contexte. Exactement, parce que là, on est vraiment dans l'enceinte du festival. On est vraiment, tu vois, on n'est pas déconnecté, on fait pas voir la vie d'ailleurs ou la vie d'à côté. C'est que, à la rigueur, constatons que justement il y a que des blancs qui parfois s'ennuient, qui parfois un peu dodding de la tête, voilà, ils baillent, ils sont bon, et ils ont l'air visiblement très contents, mais j'ai l'impression que des fois ils sont quand même plus à une course hippique, tu vois, avec les tenues, les cheveux bien attachés, les concerts qui sont sur la place sur les places de nos villages. Non, mais bien sûr, mais c'est pas c'est moins dérangeant parce que ça fait partie du système, en fait, du festival. Là où je trouve le film beaucoup plus problématique à mon sens, c'est quand même le choix de garder au montage toutes les... Putain de régate.
mais moi je trouve ça un peu, je t'avoue que je suis presque fâchée avec ça parce que on a quand même des super, il aurait pu nous porter dans une espèce de transe, tu sais, un continuum comme ça. Ce que moi je trouve par ailleurs un autre film musical sur Monterey, c'est le film de Penn Baker où là je trouve que justement il y a la transe qui s'installe, on est pris dans cette espèce de vague et parce on que ça suit installe vraiment... aussi les morceaux dans le film de Penn Baker. Complètement, Ça... voilà, c'est vraiment le montage est aussi fait par rapport aux morceaux, du coup le rythme du film nous permet, mais aussi ce qui est à l'image, le premier truc qu'on voit quoi. Alors que là, il y avait des moments où ça s'est lancé, les moments justement avec Anita O'Day que je trouve absolument sublime parce qu'on la voit vraiment, on la voit chanter, elle a ses tripes et donc là on a la proximité vraiment avec ça. Et puis la musique c'est vraiment super, mais quand on s'extrait de ça, on voit l'espèce de théâtre de guignols là qui sont absolument ça part à un moment donné vilains, sur une séquence proto Terrence Malick quand il y a un musicien qui est dans sa maison qui joue du Boccherini à l'alto et puis ça part sur des trucs élégiaques sur la nature et puis sur les bateaux qui filent, tu dis ok c'est genre mais qu'est-ce que ça fout là quoi. Ouais, puis en plus il y a la fumée du coup tout part en fumée comme ça parce que ça déconnecte totalement en fait finalement de l'intérêt principal du film qui est normalement les prestations des musiciens qui sont quand même folles. C'est absolument... Oui, elles sont dingues, mais... Elles sont magnifiquement filmées, justement. Il y a quand même beaucoup de gros plans sur les chanteurs. On voit leur visage. Qui sont super bien, qui sont vraiment des super moments dans le film. Et je comprends pas pourquoi tout est gâché. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que ça me laisse d'un film qui passe quasiment à côté de son sujet, parce que du coup là à vouloir trop en mettre finalement il y a juste une forme de dégoût de nous voir comme ça montrer à la figure tout ce déploiement de richesse alors qu'on n'était pas là pour ça. Un truc complaisant sur le absolument. Le milieu de Newport. Moi je trouve absolument complaisant, mais ce qui m'étonne pas trop du personnage de Bernstein, parce que du coup j'ai vu le documentaire qu'il y avait dans les bonus de l'édition, donc un documentaire sur lui qui est en fait un photographe à la base, un photographe de mode extrêmement connu et qui a notamment fait la série The Last Sitting de Marilyn Monroe pour Vogue juste avant qu'elle décède en 62 et du coup voilà, quand on l'entend parler, c'est quand même un monsieur qui a l'air assez imbu de lui-même, qui a l'air visiblement de ne vivre que pour les femmes. Un photographe de mode, oui, mais tu vois qu'il y a quelque chose un truc un peu malsain à son film. Qui me dérange un peu et que j'ai ressenti finalement dans le film, alors que j'attendais de rentrer dans cette transe-là, de rentrer dans cette ambiance que je connais finalement peu. Et à certains moments, ça touche quasiment à l'atmosphère qu'il devait y avoir. Et à d'autres moments, je trouve que c'est complètement déplorable. Il y a des coitus interruptus constants. Quoi. Complètement. Donc, c'est Jazz on a Summer's Day, Jazz à Newport, donc aussi édité dans une très belle édition, avec quand même une copie super qui avait été restaurée en 2018, donc chez Carlotta Film. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, Justine. Alors, il y a un film de David Lean qui s'appelle Les Amants Passionnés, avec Anne Todd, encore ma petite chouchou. Donc, un film qui a été fait en 48 ou 49, qui est un film anglais. Et des fois, les Anglais font des bons films. J'aime bien faire François Truffaut. Mais non, qui est vraiment un mélo sur un amour passionnel entre un homme et une femme qui ne seront jamais ensemble, mais qui s'aiment tout au long de leur vie. Et que je trouve assez beau et assez... il est à la fois délicat, élégant, comme voilà, tout bon mélo, voilà, un peu guindé à certains moments, mais je trouve qu'il est jamais boursouflé, il y a jamais trop plein, ça reste quand même sur la ligne, tout est pareil, encore une fois, tout est très bien choisi, c'est pas trop bavard, donc ça se regarde évidemment comme un charme. Le film est pas long, il est dispo sur Arte, il doit faire 1h20 ou 1h30, dispo sur Arte, oui, encore jusqu'au début du mois d'avril, et donc ouais, je conseille à tous ceux qui aiment les belles histoires d'amour. Merci. Alors moi, ce sont un genre de mélo marxiste, donc italien de Lina Wertmüller, vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été.
film absolument magnifique sur la lutte des sexes, la lutte des classes, où un marin qui donc marine pour une grande bourgeoise insupportable vont se retrouver échoués sur une île déserte. Et évidemment, la passion et la violence et la lutte va prendre le pas. Film et un cinéma absolument merveilleux. Et dans un tout autre genre, un film suisse, attention, de Jean-Louis Roy qui s'appelle L'inconnu de Chandigord, avec Daniel Émile Faure, Jacques Dufilo et Serge Gainsbourg. Donc un genre de pastiche de film d'espionnage des années 60, bourré d'idées visuelles absolument délicieuses. C'est très très pulp et c'est absolument jouissif. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de l'Ukraine et de l'OAS dans deux genres différents, ça promet. Merci Valentin la technique, merci Justine. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Bonsoir. Chaque jour, je